Donc, je vais passer la parole à Camille Riquier, qui est chez lui ici, puisqu'il est vice-doyen de la faculté de philosophie de l'Institut catholique, qui est un spécialiste de Bergson et Péguy, qui est aussi membre du conseil de rédaction de la revue Esprit, et dont le dernier livre est un livre sur Péguy, voilà, qui est ici. Voilà. Philosophie, très bon livre de Péguy, ou Les Mémoires d'un imbécile. Voilà. Et qui va nous parler donc de la loi de la double frénésie chez Bergson, qui va nous faire retour sur cette question de la vie simple, si j'ai bien compris. De la simplicité. Sur la loi de double frénésie. Voilà. Oui. Merci. Merci. Ça fonctionne mieux. Oui. Quand Jean-Pierre Dupuis a commencé par citer Bernanos et ces deux formes d'imbécilité que sont le pessimiste et l'optimiste, l'optimiste étant un imbécile heureux, le pessimiste un imbécile malheureux, j'espère peut-être que Péguy propose une autre figure encore alternative de l'imbécile, malheureux mais néanmoins optimiste. Je vous laisse découvrir. Donc, nous demandons d'abord à ce que chacun songe pour lui-même. Il songe pour lui-même. De quoi avons-nous peur? De quoi devrions-nous avoir peur? Secrètement peur quand nous sommes seuls. C'est-à-dire quand le verrou fermé, les volets clos, nous nous retrouvons seuls chez nous, parfaitement seuls. Un cliquetis, un bruit furtif ou un simple craquement nous font dire que ce qui nous effraie relève d'abord de l'inconnu, de l'étranger qui rôde, du voleur entrant par effraction. Là, peut-être se trouve en effet l'occasion soudaine et opportune de cristalliser nos craintes et de projeter en l'autre cette méfiance, en cela qui ne nous ressemble pas. Mais il faudrait plutôt reconnaître et se l'avouer secrètement tout bas à soi-même, que ce dont nous devrions avoir peur, ce dont nous avons peur de façon secrète et plus diffuse, et qui nous pousse parfois à nous fuir, à sortir de chez nous, c'est nous-mêmes. Ce dont nous sommes capables de faire et de penser lorsqu'il n'y a plus de témoins. Sans témoins, à l'abri des regards, par cette violence mal contenue qui est en nous et que nous ne voulons pas voir. Par cette violence dont nous nous disculpons en la vivant toujours comme une agression venant de l'extérieur et à laquelle nous ne ferions que riposter. Alors peut-être il en va de même lorsque nous sommes seuls dans l'isoloir, devant l'urne. Nous sommes peut-être alors tentés de renverser la table et de voter en montant aux extrêmes. Comme ceux qui votèrent Donald Trump à la dernière élection présidentielle américaine, comme ceux qui iront demain voter en France, tenus par rien ni par personne, mais ignorant que la foule des autres continue de les hanter, n'étant alors rien moins que seuls. Comme l'écrit Benoît Chantre dans son dernier livre qui accompagne les derniers jours de René Girard, le comprenant après coup, avec toute la distance fort des années de fréquentation de l'homme et de l'œuvre, en écoutant Mozart, dit-il, en relisant le Désiré, il nous dit « Telle fut la vérité qui porta l'œuvre de René Girard. Ce n'est jamais l'autre, c'est toujours moi qui entre le premier dans la rivalité. Toute subjectivité authentique doit s'accuser elle-même. C'est de ce moi qu'il me faut me défaire si je veux entendre la parole. C'est toujours d'abord de nous-mêmes dont il faudrait avoir peur et qu'il serait bon de commencer par accuser. En nous soumettant à un examen de conscience, promptes que nous sommes à entrer dans une rivalité mimétique toujours plus difficile à contenir. Or, si l'on met de côté la peur, peut-être légitime dont a parlé Benoît Chantre, que l'on peut éprouver face à la montée du fondamentalisme islamiste, ce qui frappe tout autant est notre indolence, pour ne pas dire notre insensibilité face au danger nucléaire, face au danger géopolitique, face au danger écologique, sur lequel nous sommes pourtant
de mieux en mieux informés, qui bouchent de plus en plus l'avenir en refluant sur notre présent, sous la forme d'une catastrophe imminente, aussi imprévisible qu'inéluctable. Voilà d'abord ce qui doit nous étonner. Et peut-être alors nous sommes loin des grands récits, alors peut-être en ai-je une lecture différente de celle que Bernard Perret en a proposée, mais peut-être sommes-nous loin des grands récits tels que celui d'Ulrich Beck, dans La Société du risque, qui voudrait que nos sociétés hyper-industrialisées accèdent enfin à la modernité par une meilleure capacité réflexive, intégrant à ces actions les risques qui leur appartiennent, comme si, après une première modernité fondée sur le progrès, d'abord enthousiaste et insouciante, il devrait faire suite une seconde modernité réflexive, fondée sur la peur, capable d'autocritique, et capable aussi de gérer non plus la répartition des richesses, mais maintenant la répartition des risques issus de nos sociétés de surabondance. Non, ce qui doit nous étonner, et que Bergson, Girard et Jean-Pierre Dupuy et quelques autres encore nous invitent à penser, c'est que loin que nos sociétés soient désormais fondées sur la peur, enfin responsables des dangers qu'elles engendrent en leur sein, tout porte à croire qu'elles génèrent une violence qui les dépasse de plus en plus, qui les transcende même, au point de constituer notre nouveau sacré, pour parler comme Jean-Pierre Dupuy. Ce qui doit nous étonner, c'est que face à cette violence grandissante, nous avons curieusement de moins en moins peur, fût-ce en raison de l'écart énorme qui sépare notre pouvoir de destruction et de nuisance et l'appareil mental, culturel, politique, moral, qui serait capable de nous le représenter adéquatement. Paradoxalement, et c'est ce paradoxe dans un sens que j'aimerais éventuellement élucider, plus les raisons s'accumulent qui prédisent la catastrophe future, et moins nous nous rendons à la raison, moins nous voulons nous y rendre, et plus le sentiment d'impuissance nous gagne, qui amortit la peur qu'elle devrait pourtant susciter. C'est que face à l'énormité des conséquences que désormais la moindre de nos actions peut désormais engendrer, en raison de toutes les prothèses technologiques qui la prolongent, nous ne pouvons que subir notre propre violence. Cette violence que nous exerçons contre la nature, cette violence que nous exerçons contre l'autre homme, sous la forme d'un destin implacable qui a aujourd'hui souvent le nom de technique. C'est ainsi le sacré, comme ça a été dit, qui revient dans nos sociétés prétendument profanes, sous une forme nouvelle, dont Jean-Pierre Dupuy s'est attaché à retrouver partout la marque, dans la marque du sacré. Certes, il n'y a plus de Dieu, Prométhée moderne s'en est délivré, mais le progrès désormais cet aigle nouveau qui lui dévore le foie. Le progrès, c'est ce qui ronge de remords les scientifiques qui se sont approchés de trop près du feu sacré. Ce sont les regrets d'Oppenheimer, ce sont les alarmes d'Einstein, la folie d'Ezerlé, la colère de Norbert Wiener. Ils sont là pour en témoigner. Et ils abandonnent les autres à un fatum objectif qui entoure ce même feu d'auréole et leur fait percevoir les catastrophes techniques, humaines, écologiques, s'abattant sur eux comme des catastrophes naturelles. C'est ce qui avait provoqué la stupéfaction de Gunther Anders, le premier théoricien de l'ère atomique, cité par Jean-Pierre Dupuy dans La marque du sacré, quand il avait interrogé les survivants d'Hiroshima et de Nagasaki, et qu'évoquant avec eux la catastrophe nucléaire, où l'ennemi était invisible, il lui en parlait constamment comme d'un tremblement de terre, d'un raz-de-marée ou d'un astéroïde. L'effet effroyable avait été détaché de la poignée d'hommes qui avaient largué la bombe à bord de l'Enola Gay, disposant chacun à la recevoir, pour reprendre le mot japonais, comme un tsunami. Et ce fatalisme, contre lequel justement lutte Jean-Pierre Dupuy, je le comprends de mieux en mieux, ce fatalisme semble pouvoir se retrouver partout, qui désamorce nos peurs devant un avenir menaçant. Après nous le déluge, résume Peter Sloterdijk dans son dernier livre, qui reprend là le mot de Madame de Pompadour en 1757 à l'annonce de la victoire des armées prussiennes
afin de ne pas interrompre les festivités de la cour. Quelle étrange impassibilité! Quelle étrange impassibilité que la nôtre aussi face aux signes alarmistes qui nous parviennent de partout. Il y a même une certaine délectation morose à nous précipiter ainsi vers l'inéluctable, à la manière récente dont Michel Onfray se complaît, dans son dernier livre, à voir le bateau de notre civilisation sombrer d'un œil froid et serein. Comme si, étranger à lui-même et au monde, il n'avait pas lui-même embarqué. Il le cite souvent, ni rire ni pleurer, mais comprendre. L'explication de Bergson nous aide à mieux comprendre cette croyance au destin, qui ressurgit aujourd'hui du fond des âges, et dont la principale fonction est d'assurer l'homme contre la peur, par une vision trop lucide de l'avenir. Je le cite, « La croyance antique au destin est une croyance consolante, par la raison très simple que l'avenir, il n'y a plus à s'en occuper. Une force surhumaine nous écrase, fût-elle celle que nous avons créée nous-mêmes, mais du moins nous y sommes associés, et cela suffit à nous en consoler. Comme écrit Bergson, il y a de l'orgueil au fond de cette croyance au destin. Et elle ressurgit comme l'homme primitif en nous, et son cortège de superstitions, chaque fois que nous perdons le contrôle d'une situation. Nous avons beau croire nous être arrachés à la nature, la civilisation n'est pour Bergson qu'un épais vernis, je le cite, un vernis, un épais vernis, d'habitudes accumulées, qui craque dans les circonstances graves, en faisant remonter à la surface les instincts et les pulsions primitives qui, jusqu'ici, n'étaient pas supprimés, mais simplement refoulés dans les profondeurs de la conscience. Et lorsque l'on gratte ainsi, écrit Bergson, ce qui remonte d'abord, c'est l'instinct guerrier. L'instinct guerrier est le premier à apparaître, à refaire surface, auquel vient se joindre la croyance au destin. Et que là où les anciennes sociétés moins avancées s'assuraient de leur survie en reposant sur cet instinct, il devient, écrit Bergson, dans nos sociétés industrialisées, armées d'une puissance de destruction que la nature n'avait pas prévue, il devient dangereux de s'en remettre à l'instinct, puisque la guerre est désormais susceptible, par cette puissance démultipliée, de conduire l'espèce à sa possible extermination. C'est ainsi que Bergson, en 1932, dans les 2 sources de la morale et de la religion, exprimait ses inquiétudes à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, interprétant l'histoire moderne comme un certain élan qui a commencé dans un souffle magnifique, qui a suivi une certaine direction, celle du machinisme, pour devenir de plus en plus folle et frénétique, incontrôlable, à mesure que tombaient les obstacles qui le réfrénaient. Nous continuerions ainsi d'être pris dans ce mouvement qui s'accélère à mesure qu'il roule sur lui-même et qui semble ne devoir s'arrêter, dit-il, je le cite, que devant l'imminence de la catastrophe. Aussi, Bergson se posait la question que nous nous posons aujourd'hui. Enfin, je le cite, « Faut-il craindre? Faut-il espérer ?» Et à laquelle devait servir de réponse ce qu'il se proposait d'appeler justement la loi de double frénésie. Et l'on verra qu'à vrai dire, il se refuse à trancher, et qu'une telle loi historique, ici qu'il propose, donne à la fois à craindre et à espérer. René Girard ne pouvait que rencontrer Bergson en ce point, lui le penseur de la violence, de la rivalité mimétique et de l'apocalypse. Et exposant un jour à Michel Serres sa propre loi des rapports humains, comme montée aux extrêmes, qu'il découvrait en lisant Clausewitz, en compagnie de Benoît Chantre, achevé de Clausewitz, Michel Serres lui aurait dit qu'il n'était pas si loin de ce que Bergson appelait justement la loi de double frénésie. Et il suit dans ce texte, alors, dans le dialogue qu'il mène avec Benoît Chantre, une lecture du passage des 2 sources de la morale et de la religion, pour approfondir cette intuition et souligner éventuellement ce qui les rapproche et ce qui les distingue. Et il est vrai d'abord que René Girard semble s'accorder avec Bergson pour voir justement dans les guerres modernes les guerres les plus féroces, celles dont la fin est d'exterminer l'adversaire, et qui, à vrai dire, sont sorties du cadre des anciennes guerres interétatiques et de leur codification. La guerre, d'ailleurs, à proprement parler, n'est plus, laquelle, à défaut d'être des guerres d'honneur, prenait toujours, dit-il, la forme d'un contrat. Elle a été remplacée, on pourrait dire ça selon l'expression de Frédéric Gros, par des états de violence. Ou elle a été remplacée, pour reprendre l'expression de René Girard, par une ère d'hostilité générale et imprévisible, où les adversaires se méprisent et visent mutuellement à s'anéantir, avant que René Girard
ne cite Bush et Ben Laden, Palestiniens et Israéliens, Russes et Tchétchènes, Indiens et Pakistanais. Et nous pourrions d'ailleurs maintenant poursuivre la liste, ici dressée, jusqu'à y inclure aujourd'hui Trump et Kim Jong-un, qui l'un et l'autre se menacent de guerre totale. Certes, dans cette confrontation, à la fin, René Girard reproche à Bergson d'avoir une loi de l'histoire encore trop optimiste, moins tragique que la sienne, qui est une montée de la violence aux extrêmes, puisque secrètement, elle est encore, nous dit-il, une manière d'être assuré contre la catastrophe. En effet, la loi de Bergson, la loi de double frénésie, excusez-moi, de ce lapsus hérétique pour Girard, cette loi de double frénésie ne donne effectivement pas seulement à craindre par la course frénétique au progrès qu'elle énonce, première frénésie, on va le voir, elle permet aussi d'espérer par la tendance à la vie simple, par un retour à la vie simple qui pourrait lui faire suite. Seconde frénésie, qui ferait d'ailleurs aujourd'hui écho à l'appel écologique, à la décroissance et au développement des bases technologiques sobres et résilientes. Néanmoins, Girard et Bergson, leurs deux lois de l'histoire conjuguée peuvent nous servir à comprendre comment nous en sommes arrivés là, jusqu'au seuil visible d'une catastrophe qui, à mesure qu'on la rejoint, nous effraie paradoxalement de moins en moins. Aussi, nous donnons raison à Benoît Champ qui, malgré les réserves de Girard, ne manquait pas de réintroduire ensuite dans le dialogue Bergson chaque fois que nécessaire, donnant pour résultat achevé Clausewitz. Nous nous contenterons seulement ici, maintenant, d'exposer, d'approfondir au besoin cette loi de double frénésie dont parlait Bergson, telle que la nomme Bergson, en ce qu'elle apporte de crainte et d'inquiétude pour l'avenir, en soulignant plutôt les points où les deux auteurs convergent, en laissant de côté ce qu'elle donne à espérer, par où ils divergent. Il faut commencer par préciser que nous parlons de loi que de façon métaphorique, pour ainsi dire, car il n'y a pas de loi historique en toute rigueur du terme. Il n'y a pas de loi historique inéluctable, écrit Bergson. Évidemment, l'histoire, c'est le règne de la liberté, c'est le règne de l'événement souverain, où rien ne peut s'y prévoir selon des lois strictes, celles que le sociologue aurait à charge de dégager des sociétés humaines et de leur déroulement passé. Aussi, parler de loi en dit déjà trop, en faisant justement peser insidieusement sur toute action humaine une lourde fatalité qui l'orienterait à son insu et trahirait nos intentions les plus pures. En cela, Bergson refuse tout fatalisme. En revanche, il le dit, il y a des lois biologiques qui impriment à l'histoire des hommes ses inflexions, ses grandes directions, ses flux et ses reflux, en lui donnant un cadre assez souple pour qu'elle ne nous décharge pas de nos responsabilités devant l'avenir. Bref, c'est la vie qui fournit à l'histoire des hommes ces grandes directions, sans préjuger de la route qu'ils devront inventer pour avancer. Or, écrit Bergson, la vie ne peut avancer et accomplir tout ce qu'elle contient en elle sans se diviser, sans courir plusieurs fortunes. La vie, écrit Bergson, ne se développe qu'en créant, par le seul fait de sa croyance, des directions divergentes entre lesquelles se partagera son élan. Ainsi, voir dans l'histoire, par exemple, une lutte entre deux partis, entre deux principes, n'est pour Bergson qu'une vision superficielle du progrès, comme l'envisageait encore Michelet, par exemple, qui posait sur la scène de l'histoire deux forces en présence qui se contrarieraient l'une l'autre, par exemple le christianisme et la révolution, la grâce et la justice. Telle est la vision de Michelet. Pour Bergson, l'histoire procède plutôt par grande oscillation, de manière pendulaire. Il parle du pendule de l'histoire. Chaque tendance attendant que l'autre ait fini sa course pour se poursuivre, chacune bénéficiant sans le savoir des acquisitions de l'autre. Ainsi, au sein de la société humaine, deux tendances qui se contrarient ne pourront se développer que successivement, l'une attendant que l'autre soit allée au bout des avantages qu'elle pouvait fournir, intervenant quand l'excès où elle est conduite ne devienne un danger devant lequel il faut s'arrêter, et l'autre prendre la suite. L'image serait ainsi de l'histoire pour Bergson, celle d'une spirale. L'image ici serait peut-être ici la plus adéquate, car il y a bien progrès, mais progrès par oscillation. Pour le faire comprendre, d'ailleurs, Bergson prend
les oscillations de l'État moderne qui a conçu le régime parlementaire en grande partie justement pour canaliser le mécontentement. C'est-à-dire que pour lui, la vie politique est rythmée par l'alternance des partis, de deux partis de préférence, où chacun attend que l'autre chute par le poids des fautes accumulées, redonnant au principe adverse le prestige que lui vaut de ne pas avoir été au pouvoir. Logique pendulaire. Cette logique pendulaire du pouvoir démocratique, d'ailleurs, si elle est faite intelligemment, permet à chaque gouvernement de bénéficier de l'expérience qu'elle aura laissé faire à l'autre et de progresser, nous dit Bergson, au moyen même de cette oscillation. Reconnaissons qu'aujourd'hui, le pendule va de plus en plus haut. Bon. Que le balancier politique n'a plus forcément la régularité souhaitée et qu'il monte bien haut de part et d'autre. Mais espérons aussi que le fonctionnement pourra continuer à canaliser le mécontentement en gardant intelligemment la mémoire de ses allées et venues après la déconvenue de nos partis traditionnels. Mais peu importe. Ce n'est là, nous dit Bergson, qu'un dispositif étatique monté par l'homme qui ne révèle aucunement les causes générales d'alternance propres à l'histoire des hommes. Il l'illustre, mais en quelque sorte, il faut voir beaucoup plus large, beaucoup plus grand. Et Bergson doit se figurer alors des oscillations pendulaires avec un degré d'amplitude beaucoup plus grand, qui s'étale sur plusieurs siècles. Il y a eu à ses yeux, pendant tout le Moyen-Âge, écrit-il, une tendance, à laquelle nous sommes d'ailleurs devenus parfaitement étrangers, qui gravitait autour de l'idéal ascétique. Certes, écrit-il, l'ascète pure y était une figure exceptionnelle, mais l'idéal qu'il portait s'est commué pour le commun des hommes, je le cite, en une indifférence générale aux conditions de l'existence quotidienne. Sans qu'il s'y attarde, Bergson souligne ici néanmoins les exagérations et la frénésie à laquelle l'ascétisme avait pu conduire aussi alors. Le retour du pendule, dont nos sociétés modernes continuent encore de suivre l'ascension, de façon de plus en plus frénétique, aurait commencé pour lui au XVe, XVIe siècle, avec une aspiration, je le cite, à un élargissement de la vie matérielle. Or, ce mouvement, qui est encore le nôtre, animé par le souci du bien-être, développant l'esprit d'invention et d'aventure, et annonçant les grandes révolutions industrielles, sitôt que la science s'est mise de la partie, il est possible de l'envisager comme un élan, d'abord réprimé par l'idéal chrétien, s'accélérant à mesure que les obstacles se mettaient à tomber, jusqu'à un emportement, un emballement, allant aujourd'hui jusqu'à la frénésie. En sorte qu'une telle tendance, poussée d'abord par un idéal noble, qui était la libération de tous, par l'assurance du pain quotidien, devait progressivement dévier de sa trajectoire initiale à mesure qu'elle levait les obstacles et libérait en l'homme des instincts plus sordides qui l'emportaient vers une recherche de plus en plus effrénée de luxe et de conquête. Il n'y a guère que dans ce dernier livre, Les deux sources de la morale et de la religion, que Bergson use parfois du vocabulaire freudien, se rendant justement attentif à cette nature fondamentale, primordiale de l'homme, aux instincts réprimés, qui étaient refoulés jusqu'à présent, et qui, comme le retour du refoulé, semble aujourd'hui se manifester, s'exprimer de plus en plus à mesure qu'il se relâche de la pression que l'ancienne tendance avait exercée sur lui, tel un ressort qu'on avait comprimé. Autrement dit, il n'y a qu'une manière de comprendre ce mouvement qui est notre modernité, qui s'emporte, s'affole frénétiquement à mesure qu'il progresse, c'est justement de commencer par la peur. C'est de commencer par la peur, c'est de commencer par l'inhibition, qu'il a fallu dissiper par toute une série de dispositifs pour permettre l'aventure humaine. Loin que l'histoire de l'Occident soit celle d'une société d'abord insouciante, qui a pris conscience du danger que tardivement, de façon réflexive, devant l'imminence de la catastrophe, la peur était première. Et pour agir et se lancer dans l'aventure moderne, il a fallu lever une à une les normes inhibantes qui empêchaient l'action. Ce que Peter Sloterdijk appelait dans Le Palais de Cristal les petites désinhibitions modernes. Sinon, comment expliquer qu'emportés vers un péril croissant, nous ayons pourtant de moins en moins peur? C'est ainsi qu'un certain nombre d'auteurs aujourd'hui réécrivent l'histoire de ces petites désinhibitions modernes, qui se sont ingéniées
à dissiper les craintes que nous aurions par un discours anxiolytique. Peter Sloterdijk, le premier, réécrit l'histoire de la mondialisation en montrant que le capitalisme a commencé par voie de mer, avec la conquête du Nouveau Monde. Là, dit-il, avec ses aventuriers du monde marin, le risque était grand, l'inconnu plus grand encore. Il ne fallait pas réfléchir, il fallait se projeter, et il devait s'accompagner de facteurs désinhibants, s'entourer de ce qu'il appelait une agence d'auto-persuasion, favorisant l'action risquée en haute mer et levant les normes inhibantes. Par autorisation spéciale, par promesse de profit, par absolution accordée après coup. Un autre, Jean-Baptiste Fressos, dans l'Apocalypse joyeuse, réécrit l'histoire de l'écologie et montre que le souci de l'environnement était beaucoup plus grand au seuil de notre modernité qu'il ne l'était au XXe siècle. En effet, pour qu'une innovation de quelque importance s'impose, et il prend lui l'exemple des industries chimiques qui polluaient, il a fallu circonvenir les réticences morales, les anticipations alarmistes et le rôle important qu'avait jusqu'alors la police sur l'environnement dans l'Ancien Régime. Bref, toute une série de dispositifs est alors nécessaire pour amortir la portée traumatique d'une invention technique qui, de fait, transformait les corps, les environnements, les modes de production et les formes de vie. La modernité, je cite Jean-Baptiste Fressos, est bien pour lui un processus de désinhibition réflexive qui condense les deux temps du passage à l'acte. D'abord celui de la prise en compte réflexive du danger. En fait, on prend en compte d'abord le danger, et ensuite le lâcher-prise et sa normalisation. Pour citer encore un autre, David Noble, historien anglais, dans Le Progrès sur le peuple, réécrit à son tour l'histoire industrielle en rappelant le traumatisme qu'avait été la première révolution industrielle, la résistance farouche des premiers mouvements ouvriers dans la première moitié du XIXe siècle. On pense aux Luddites, aux casseurs de machines, et la lente érosion de cette résistance, son affaiblissement d'un siècle à l'autre, jusqu'à notre passivité actuelle devant un progrès technologique accéléré que plus personne ne croit pouvoir interrompre et prend pour une fatalité. C'est dans le sillage de Bergson et de Girard, pour qui la guerre a été le seul moteur des progrès technologiques, qu'il faudrait réécrire de même quelque chose comme une histoire de l'armement, en s'attachant à toutes les petites désinhibitions modernes qui ont autorisé une course de plus en plus frénétique à l'armement. Nous n'en serions pas capables. Mais il est possible d'en prendre la mesure. Dans des choses cachées depuis la fondation du monde, René Girard rappelle que les armes naturelles, les armes des animaux, les crocs, les griffes, permettaient aux animaux, je le cite, de combattre sans aller jusqu'à la mort, à cause d'inhibitions instinctuelles qui assuraient leur contrôle. De telles inhibitions ne pouvaient s'étendre chez l'homme aux armes artificielles qu'il fabriquait pour se battre. Et il concluait que, je le cite, « les violences que les filtres de l'inhibition n'arrêteront pas vont devenir fatales à partir du moment où les adversaires sont armés. » Ce qui força l'humanité à se donner d'autres interdits, des interdits moraux, des inhibitions morales qui devaient empêcher chez l'homme la rivalité mimétique. Eh bien, chaque nouvelle invention technique, on le comprend, devait alors être vue avec circonspection. Et jadis, il y avait bien plus de garde-fous qu'aujourd'hui. Je prends quelques exemples que j'emprunte à Pauwels et Bergier. Il rapporte qu'une bulle du pape avait condamné à l'époque l'emploi du trépied destiné à affermir l'arc. Il estimait que cette machine, ajoutant au moyen naturel de l'archer quelque chose de stable, rendait, je le cite, le combat inhumain. La bulle a été observée pendant 200 ans. De même, si on devait faire l'histoire de l'armement et des armes à feu, entre l'invention des premières armes à feu européennes, qui datent du XIIIe siècle, et la réforme de l'artillerie par Gribeauval à la fin du XVIIIe siècle, et qui permit effectivement à Napoléon de l'emporter bien souvent, l'évolution des armes à feu fut très lente, laborieuse, et fut toujours accompagnée de réticences. Les armes à feu, en effet, voyaient apparaître un nouveau type de guerre, à distance, et bientôt hors de la vue, qui a d'abord été considéré comme immoral. Dernier exemple, plus près de nous,
non même pas 18e siècle, en 1775, un ingénieur français, Duperron, présentait au jeune Louis XVI un orgue militaire qui, actionné par une manivelle, lançait simultanément 24 balles. C'était l'embryon des mitrailleuses modernes. La machine parut si meurtrière au roi, à ses ministres Malesherbes et Turgot, qu'elle fut refusée, et son inventeur fut considéré comme un ennemi de l'humanité. Que d'inhibition, que d'empêchement à agir. Que n'a-t-il pas fallu pour que nous ayons à ce point émancipé la guerre, emportant les États dans une course effrénée à l'armement nucléaire, permettant que chaque nation se rende capable de détruire chaque fois 10 fois la planète. En admettant même que l'homme ait toujours cherché à allonger la distance entre lui et son ennemi pour éviter la riposte, de l'arc au canon, que dire aujourd'hui des cyber-guerriers qui activent en toute sécurité des drones armés sur des cibles anonymes, à distance autant physique qu'émotionnelle. C'est cette violence désinhibée à laquelle conduit le mouvement frénétique, une fois tombés tous les obstacles, et qui pour Girard a pour point final ce qu'il appelle la montée aux extrêmes, c'est-à-dire cette incapacité de la politique à contenir l'accroissement réciproque, c'est-à-dire mimétique de la violence. Dans Achever Clausewitz, si Girard veut achever Clausewitz, c'est qu'il ne veut pas le lire de la façon dont l'auteur a écrit le livre. Il veut prolonger le mouvement pour que l'avenir s'y dessine. Il le lit en prophète et non en stratège. Il s'agit alors pour lui de reprendre la définition abstraite qui ouvrait son volume, cette définition abstraite de la guerre qu'il en donne comme duel à une plus vaste échelle, où chacun cherche à abattre son adversaire, sans plus de limite à la manifestation de cette violence, ce qui conduit inévitablement à une montée aux extrêmes. Clausewitz précisait, cette guerre totale, cette guerre abstraite, ce concept de guerre, évidemment, les guerres réelles ne l'atteignent pas, n'y atteignent pas, n'allant jamais jusqu'à ce point d'extrémité. Il y aurait, et c'est ce qui intéresse René Girard, un écart entre la guerre théorique, la guerre en théorie, qui se précipite aux extrêmes, et la réalité, où les belligérants, par l'observation armée, se retiennent en pratique d'aller jusqu'au bout. Or, qu'est-ce qui permettrait aux guerres réelles de se rapprocher de la guerre absolue? Jusqu'ici, simple concept, comme monter aux extrêmes, sinon, justement, la levée progressive de toutes les inhibitions, par la suppression de la guerre comme contrat, de sa codification, du droit de guerre, bref, de tout ce dont on fait fi aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous en empêche désormais, depuis la révélation chrétienne, depuis qu'a cessé de fonctionner le mécanisme victimaire qui permet de contrôler la violence en la retournant sur un seul, sacrifié pour la préservation de tous. La violence, loin d'être toujours mieux contenue, semble de plus en plus se profiler à l'horizon avec son sombre éclat. Et nous y participons. Nous y sommes emportés, entraînés comme malgré soi, dans le face-à-face mimétique que nous entretenons avec ceux que nous désignons comme nos ennemis. En sorte que, je rejoins le paradoxe sur lequel j'étais parti, en sorte que paradoxalement, c'est au moment où la guerre abstraite, et c'est ce que dit Girard, où la guerre abstraite totale, absolue, entre dans la réalité et devient de plus en plus concrète, que s'émousse, je cite Girard, le sentiment apocalyptique. C'est au moment où la catastrophe est scientifiquement prévisible que nous n'y croyons plus et que nous n'avons plus peur. Ce mouvement frénétique, cette complication croissante de la vie, cette course au luxe et à la conquête, Bergson espère qu'il s'arrêtera devant la catastrophe imminente et que l'humanité, fort des acquis techniques qu'elle a amassés, retournera à la simplicité. Alors Girard reproche à Bergson, au fond, ce va-et-vient, cette logique pendulaire, somme toute pour lui trop paisible, de ces deux tendances qui vont chacune au bout d'elles-mêmes avant de passer le relais à l'autre. Girard estime que la réalité, malgré tout, est beaucoup plus tragique. À quoi, néanmoins, il faut répondre que Bergson n'a d'aucune manière proposé ici une loi, et que d'aucune manière l'une appelle naturellement l'autre tendance une fois accomplie. Car, Bergson précise, il n'y a pas de bout. Une tendance s'emporte
sans qu'elle ne s'arrête jamais, et rien ne garantit qu'elle s'arrêtera à temps. Le retour, dit-il, à la vie simple n'est pas invraisemblable, puisqu'il s'est déjà rencontré dans le passé, mais il n'est ni certain ni probable. Il dépend seulement de l'initiative humaine. C'est ainsi que Bergson concluait son dernier livre, en montrant que l'avenir dépendait de l'humanité. Et lui-même ne manquait pas d'accent tragique, puisqu'il rappelait à l'humanité que son avenir dépendait d'elle, et qu'il lui restait à savoir, encore, si elle voulait continuer à vivre ou non. Ainsi, l'humanité ne parviendra probablement à s'arrêter au seuil de la catastrophe imminente qu'en faisant peut-être son examen de conscience. Car définitivement, c'est de nous-mêmes dont nous devons d'abord nous effrayer, de cette âme plus pulsionnelle qu'elle ne l'a jamais été, partout selon processus de désinhibition, cette âme si petite et qui loge dans un corps de plus en plus grand, dans un corps immensément accru, pourvu de prothèses technologiques qui donnent à la moindre de nos actions un impact global. Ce corps démesuré, hybride, de chair et de machine, que nous avons de plus en plus du mal à gouverner. Je vous remercie.